Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va corriger ensemble un type bac de suite numérique. Donc on va être sur un type bac tombé en Amérique du Sud en novembre 2019. Donc a priori pour le terminal en spécialité maths qui voudrait réviser ses épreuves en vue du bac ou encore un devoir surveillé sur les suites numériques. À savoir que le terminal de STI 2D peut tout à fait d'ailleurs aborder ce sujet aussi et que même le premier en spécialité maths a pas mal de questions qu'il pourra faire dedans. Alors, je te mets ici le sujet en complet, un peu petit à l'écran, surtout si tu es sur un téléphone. Donc on va ensuite faire un zoom sur les différentes parties. Alors admettons là t'es chaud, t'es au point, tu veux en fait simplement m'utiliser comme correction, pas de souci, tu prends le sujet en entier en capture d'écran et tu le fais. Alors après tout dépend, si t'es vraiment balèze, t'as plus de 16-17 de moyenne, t'es chaud sur les suites, allez franchement chronomètre 3, 20 minutes, une demi-heure grand maximum, tu devrais pouvoir y arriver et même ceux qui sont vraiment pas mal, moins de 20 minutes c'est jouable. Après, tu y arrives bien, mais voilà, tu es un peu plus lent. Sache quand même que ce type d'exo sur 5 points, ce sont des exos qui sont faits pour être faits en 1 heure le jour du bac, où tu as tes 4 heures d'épreuve. Et bien, donc du coup, ça, c'est un exercice qui est fait pour 1 heure. Mais comme souvent, dans les devoirs surveillés, si c'est pour un DS que tu le révises, eh bien, tu sais que souvent, ils ont tendance à mettre un petit peu plus de questions. Et donc, souvent, tu te retrouves avec pas assez de temps pour finir ton devoir. D'où l'intérêt, en fait, d'essayer de te chronométrer et de mettre moins de temps que le temps prévu au bac qui est très souvent large pour que ça puisse en gros permettre à tout le monde d'y arriver. Bon là, si c'est en vue d'un devoir, essaie de te dire que en 40 minutes maximum, ça serait pas mal d'y arriver. Pour les autres, on va corriger ça point par point et on va voir ensemble les différentes difficultés là-dedans. Donc, on est sur des grands classiques, on a du calcul de termes, de la récurrence, de la convergence, ça c'est pour la partie A. Pour la partie B, on se retrouve avec ce qu'on appelle une suite auxiliaire, pour pouvoir étudier ensuite quelques propriétés de la suite principale, UN. Et enfin, pour finir, on va se retrouver avec un algorithme, ici qui était en langage naturel, parce que donc en 2019, il y avait un peu moins de Python, mais ça ne change pas grand-chose, même pour tout dire, c'est quasiment pareil. Alors, commençons par regarder maintenant de plus près la partie A. Donc maintenant qu'on a le sujet de la partie A vu en plus gros, voyons un petit peu les questions dans le détail. Donc maintenant, question par question, on peut voir que la première, c'est un classique, on te demande de calculer des termes. Donc ça, plutôt facile, tu as une suite là qui est définie par récurrence, c'est-à-dire en fonction du terme précédent pour celle-ci, et on te demande de calculer U1 et U2, donc on va faire ça normalement, j'espère que là-dessus, t'es au point. Je te mets en description en dessous plein de petites vidéos pour les calculs de termes, les limites, les récurrences, histoire que si un point t'embête, eh bien au moins tu peux aller le voir. Ensuite, en deuxième question, une démonstration par récurrence. Alors ça, c'est le point de terminal à parfaitement maîtriser. Donc, on va la rédiger ensemble, mais je compte sur toi et j'espère que tu la maîtrises. Et si ce n'est pas le cas, donc comme je te disais, je compte sur toi pour bien prendre en compte ce qu'on va faire, les différentes étapes ainsi que la rédaction. Alors, après la récurrence, tu as un calcul à faire qui est celui de UN plus 1 moins UN. Donc là, il faut que tu te dises, UN plus 1 moins UN égale, on va demander les variations a priori là derrière, quoi. Et si tu regardes la question suivante, en effet, on te demande d'en déduire les variations. Donc ces deux-là n'en sont qu'une en fait. Donc tu sais que pour étudier les variations, on fait le signe de UN plus 1 moins UN. Et enfin, dernière question, on te demande la convergence. Donc là, à toi te dire, j'aurais démontré par récurrence que ma suite, elle est minorée par 1. Donc en fait, si elle est minorée par 1, je vais devoir m'attendre, je ne te dis pas que tout de suite minorée est décroissante, mais vu qu'elle est minorée par 1, je vais devoir m'attendre à démontrer que ma suite va être décroissante. Et puis ensuite, vu qu'elle est décroissante et minorée, on percute, théorème de la convergence monotone, elle converge. Voilà ce que tu dois faire dans une première lecture de ton sujet, c'est à côté de chaque question te marquer la méthode de ce que tu dois faire. Là je vais faire comme ci, là je vais faire comme ça. Tu ne fais pas les calculs, mais tu dis à quoi ça fait appel et comme ça au moins lorsque tu l'abordes, tu sais ce que tu vas faire. Bon allez, c'est parti, on va commencer question par question. Donc on commence par le calcul de U1. Donc on se repose ici sur la définition par récurrence et on a U1 qui va être égal à 3 moins 10 divisé par UN, ici, vu qu'on a U1, ici c'était UN plus 1, donc ici c'est U0 plus 4. Car en effet, si
U1 c'est UN plus 1, eh bien le terme précédent c'est U0. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remplacer, donc ça fait 3 moins 10 divisé par U0 qui vaut 5 plus 4. Bon, j'espère que ça c'est quelque chose que tu maîtrises bien, c'est de la première, hein, faut pas se tromper là-dessus. Ton correcteur va prendre la température sur ça et se dit si ça il ou elle ne sait pas bien faire, attention ça va être tendu sur sa copie. Donc on passe au résultat puis au suivant. Donc on marque le résultat de U1 et ensuite on refait exactement la même chose pour U2. Je te propose de le marquer directement. Mais sur ta copie, marque un peu les détails comme ça montrera que tu as fait l'effort de faire ces différents calculs. Donc pareil, on reprend ici avec U2, donc ici on doit avoir U1 et on remplace ensuite U1 parce qu'on a terminé ici, d'où l'importance de bien faire juste au calcul précédent, sinon il y a tout qu'il faut en cascade. Donc tu remplaces ensuite par 17 neuvième. Allez, maintenant on réduit au même dénominateur ici, donc ici il faut mettre sur 9, 4 fois 9, 36, donc 36 neuvième, on n'oublie pas le 3 moins qui est ici. Ensuite on fait le 17 plus 36 qui fait 53 sur 9. L'étape d'après, on multiplie par l'inverse, 53 sur 9 c'est 9 sur 53 pour l'inverse. Puis ensuite, l'étape suivante, on réduit au même dénominateur, on a 53 ici, c'est comme s'il y avait 1, donc ça fait 3 fois 53, 159, moins 10 fois 9, 90 sur 53, et on obtient U2 égale 69 sur 53. Donc voilà les deux premiers calculs de termes. Bon, ça, c'est pas une grosse épreuve, c'est juste un petit peu chiant, surtout si on n'utilise pas la calculatrice. Ce que je te conseille pour t'entraîner à la maison. Après, évidemment, en devoir, tu vas vite et tu fais ça à la calculette. Mais sinon, voilà, on s'entraîne sans, c'est très bien. Bon, allez, maintenant, on passe à la question suivante. Donc, dans cette question, il faut démontrer que pour tout entier naturel n, un est supérieur ou égal à 1. Autant dire que tu vas démontrer que ta suite est minorée par 1. Donc ça, c'est typiquement le cadre d'application du raisonnement par récurrence. Donc je te propose d'aller voir ces vidéos qui sont ici, il y en a plusieurs, on t'en met en description sur cours sur le raisonnement par récurrence et des exemples. Entraîne-toi, ça c'est quand même super important si tu es en début de terminale, que tu viens de les aborder, ça faut bien le maîtriser, dis-toi que tu vas en voir un peu à toutes les sauces. Donc ici on va rédiger, donc on commence toujours la première étape par l'initialisation. L'initialisation, en quoi ça consiste? On regarde quel est le premier rang, on nous dit pour tout entier naturel n, ça veut dire pour n égale 0. Donc en fait, on va regarder au rang 0 que la propriété est vraie, c'est-à-dire que U0 est plus grand que 1. On regarde U0, c'est 5, c'est plus grand que 1. Bon, c'est bon, la propriété est vraie au rang 0. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà ce qu'on a fait ici à l'oral. On dit pour n égale à 0, on marque la valeur de U0, on montre bien qu'elle est supérieure ou égale à 1. Donc on a bien U0 qui est plus grand que 1, qui est la propriété ici pour n égale 0, donc P0 est vrai. Tu t'adaptes à la rédaction de ton enseignant, hein, ça c'est super important. Il ou elle voudra voir ces mots dans ta rédaction, dans ta copie, donc a priori, fais-le, c'est important. Bon, l'étape d'après, c'est le cœur de la récurrence, l'hérédité. Donc tu admets que la propriété est vraie pour un rang n, ou k, tout dépend de comment ton professeur le fait. Donc c'est-à-dire qu'on va admettre que ça c'est vrai, et on va démontrer que c'est vrai au rang n plus 1. Donc voilà une petite rédaction que je te propose, hein. Comme je te disais, tu t'adaptes à celle de ton enseignant. Donc soit n, un antinaturel fixé, tel que Pn est vrai. IE pour c'est-à-dire en fait, Un est supérieur ou égal à 1. C'est ce qu'on va appeler l'hypothèse de récurrence. Montrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que Un plus 1 est plus grand que 1, ça c'est le but. Tu n'as pas le droit de toucher à ton but. Tu as le droit évidemment d'utiliser Un plus 1, mais tu n'as pas le droit de partir de Un plus 1 plus grand que 1, parce que sinon tu utilises ici la réponse. Attention, ça il n'y a vraiment pas le droit. C'est pas parce que tu pars de là et que tu arrives ici que tu vas dire bah si c'est bon, regarde c'est vrai. Non, ça ton prof il aimera pas, c'est sûr. Donc retiens bien, en général, dans les récurrences, lorsque tu as une inégalité à démontrer, très souvent on part de l'hypothèse de récurrence et on recompose de proche en proche. Sauf lorsqu'il y a des UN en haut et en bas, lorsque ce sont des fractions. Bon ben là en fait, comme très souvent, on va partir de l'hypothèse de récurrence et on va recomposer de proche en proche pour essayer d'atteindre le but. Donc on le met un peu en place. Donc on rappelle ce que vaut UN plus 1 pour connaître notre objectif dans ce qu'on nous a donné au début de l'énoncé. Ça évidemment, tu as le droit de l'utiliser. Donc 3 moins 10 sur UN plus 4. Et d'après l'hypothèse de récurrence, ici, on le remarque, on a UN qui est plus grand que 1. Et maintenant, on regarde ce que l'on doit faire ici. Tu vois que, en fait, ce qu'il faut faire, c'est partir de UN que tu vois dans ta définition par récurrence. Et ensuite, tu dézoomes. D'abord, tu vois le plus 4, puis ensuite, tu vois que c'est en bas. Après, tu vois un fois moins 10 et après, tu vois un plus 3.
il faut faire comme si tu étais zoomé sur UN et que tu dézoomes petit à petit et tu fais les différentes opérations qui arrivent de proche en proche. Voilà comment il faut procéder, en mettant à chaque fois sur le côté le type d'opération que tu fais, comme ça au moins tout est bien clair. Donc la première étape, ça va consister à prendre UN et à lui ajouter 4. Alors réellement, je te le rappelle, petite parenthèse, on applique en fait une fonction qui est la fonction f de x égale x plus 4 pour ajouter 4 aux demandes qui est croissante et donc elle conserve l'ordre. Bon, là on va pas s'embêter, on dit qu'on ajoute 4 des deux côtés. On a donc UN plus 4 supérieur ou égal à 4 plus 1, donc 5. Ensuite, on voit que UN plus 4, c'est au dénominateur. Donc là, en fait, on va vraiment devoir marquer qu'on applique une fonction qui est la fonction inverse. Et la fonction inverse, ça tu le sais, elle est décroissante. Donc, on inverse l'ordre. C'est ce qu'on marque là. Donc tu marques par décroissance de la fonction inverse. On a, et hop, ici, tu inverses bien ton ordre. 1 sur ça, plus petit que 1 sur 5. Donc ensuite, tu vois en haut qu'il y a 10, mais avec un moins qui est devant. Donc en fait, on va le traiter en un bloc et on va multiplier par moins 10. Multiplier par un nombre négatif, ça change le sens de l'égalité. Réellement, comme tout à l'heure, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on applique la fonction f de x égale moins 10x, qui est une fonction décroissante et qui inverse l'ordre. Mais on ne va pas s'embêter, hein, on va marquer directement fois moins 10 négatif. Mais sache en fait qu'à chaque fois qu'on fait une étape dans une équation ou dans une inéquation, on applique une fonction. Donc ici, on a moins 10 divisé par UN plus 4. Et ici, on change l'ordre. Et moins 10 divisé par 5, ça fait moins 2. Bon, ben, l'étape d'après, il n'y a plus qu'à ajouter 3. Donc on ajoute 3 des deux côtés. C'est ce qu'on marque ici. On a donc plus 3 de deux côtés de ce membre. On a donc 3 moins 10 sur UN plus 4. Plus grand que, moins 2 plus 3, ça fait 1. On regarde ce que l'on voulait et on voulait démontrer que UN plus 1 est plus grand que 1. Ça c'est nickel, on a 1 à droite. Donc finalement, on a bien, UN plus 1 qui est plus grand que 1. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc maintenant, on sait que la propriété est vraie au rang n plus 1 en partant de l'hypothèse que la propriété est vraie au rang n. Elle est donc héréditaire. Elle passe du rang n au rang n plus 1. Allez, maintenant, petite phrase de conclusion et on aura fini la récurrence. Donc, phrase de conclusion, comme on vient de le dire, on dit que Pn plus 1 est vrai et ensuite Pn est vrai au rang 1, 0, de plus elle est héréditaire, donc vrai pour tout entier naturel d'après le principe de récurrence et on donne la propriété, donc Un est plus grand que 1 pour tout entier naturel n. Je répète encore une fois, tu prends les phrases de ton prof. Important ici, il ou elle sera content de voir ces phrases dans ta copie. C'est le mieux à faire si tu veux avoir des points là-dedans. Allez, maintenant, question suivante. Si tu te souviens, on nous demande de calculer UN plus 1 moins UN. Donc là, c'est juste du calcul. Donc voilà ce qu'on doit démontrer ici. Il faut montrer que quel que soit l'entier naturel n, UN plus 1 moins UN est égal à cette expression qui est là. Alors je sais que souvent dans ta tête, dès qu'il y a marqué montrer que pour tout entier naturel, tu dis récurrence. Alors faut pas avoir des récurrences à toutes les sauces, c'est pas tout le temps. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on commence à se lancer dans UN plus 1 moins UN, on voit ce que ça donne. Et si on aboutit, alors c'est bon. Si on n'aboutit pas, là peut-être faudra songer à faire une récurrence. Mais ne pense pas à la récurrence tout le temps. Donc ici, eh bien, UN plus 1 moins UN, la seule chose que l'on a sur UN plus 1, c'est ça. Donc on va remplacer le UN plus 1 par 3 moins 10 sur UN plus 4. Et là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on voit bien arriver ce dénominateur. Moins UN, ne cherche pas à exprimer UN. UN, c'est UN. Et tu vois bien qu'il en faut dans le résultat final. Donc ne cherche pas à reprendre ça en mettant ici des UN moins 1. Ça, tu vas te mordre la queue, ça va pas bien se passer, ça. Donc maintenant, ce n'est que de la réduction au même dénominateur. Donc ici, il faut multiplier par UN plus 4 pour ce terme et pour ce terme-là. Donc ça fait 3 facteurs de UN plus 4 moins 10 moins UN facteur de UN plus 4. Le tout divisé par UN plus 4. Allez, ben ici maintenant, c'est plus que du développement, puis de la simplification, et on verra ensuite pour obtenir la partie qui est là. Donc tu vois que là, j'ai tout développé, que ce soit le 3, que ce soit le UN, et ensuite j'ai tout regroupé. D'abord le moins UN carré, 3 UN moins 4 UN, ça fait moins UN, et enfin 12 moins 10, ça fait 2. Allez, arrivé ici, c'est là que tu peux te dire, ben non, c'est pas ce qu'on me demande.
Allez, là moi je te propose deux possibilités. Soit tu te dis, bah tiens, je regarde ce qu'on me donne, je le développe et je retombe là-dessus, et là, tout le monde est content. Ou alors ici, je reconnais que ça ressemble un peu à un polynôme du second degré avec un changement de variable, grand X est égal à UN, et je vais factoriser mon polynôme du second degré. Je vais te faire ici les deux méthodes, comme ça au moins, il y en a pour tout le monde, à toi de piocher celle qui te convient le mieux. Je te dis que la deuxième, c'est la mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on ne te donne pas le résultat ici, eh bien dans ce cas-là, tu n'auras pas ta forme factorisée naturellement. Alors que nous, avec ce qu'on va faire, ça va marcher. Mais en terminale, il est autorisé de prendre ça et de dire tiens, je développe et je retombe sur mon résultat. Allez, je te propose les deux méthodes. Donc là, tu vois le choix 1, celui qui a priori sera fait par pas mal d'élèves. On utilise ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc on développe, tu développes tout et tu tombes bien sur moins un carré moins un plus 2. Ce que tu avais au numérateur, c'est rassurant. On peut donc dire que un plus 1 moins un qui est égal à ce que l'on avait trouvé et donc égal à la forme que l'on a utilisée, développée, donnée par l'énoncé. Et là, on a fini la question. Choix numéro 2, avec un petit peu plus de raisonnement. Du coup, on prend moins un carré moins un plus 2 et on pose grand X égale un, ce qu'on appelle un changement de variable, comme tu l'as fait en première sur le cours sur le second degré. Je te mets la petite vidéo ici, comme ça tu peux voir un point là-dessus, et ceux qu'on a suivis en première ou ceux qui l'ont fait peuvent retourner vers par exemple les équations bicarrées ou d'autres types d'équations où on fait des changements de variables, y compris en terminale, les changements de variables pour les limites par exemple, tu as déjà dû en faire. Bon, on revient. Donc, on pose grand X est égal à UN, ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec moins X carré moins X plus 2, un polynôme ou trinôme du second degré. Ici, tu peux voir que les coefficients qui sont moins 1 et 2, si tu les additionnes, on a donc A plus B plus C qui fait 0. Moins 1 plus 2, ça fait 0. Donc, x1 égale 1, c'est une solution ou une racine évidente. Or, on rappelle que le produit des racines, x1 fois x2, ça fait toujours C sur A, avec C et A qui sont les coefficients de ton polynôme du second degré. Donc 1 fois x2 fait C sur A, donc x2 est égal à C sur A, donc moins 2. Si ça, pareil, tu galères, soit tu fais ton discriminant et tu trouves tes racines, ou alors je t'invite à bien visualiser lorsqu'on trouve 1, moins 1, 2, moins 2, des racines évidentes, c'est hyper pratique. Bon, et bien maintenant que l'on a déterminé ça, on peut écrire notre polynôme comme un produit de facteurs du premier degré, puisque si on a x1 et x2, je te rappelle que la forme factorisée de ton polynôme du second degré, c'est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et donc avec a qui vaut moins 1, x1 qui vaut 1 et x2 qui vaut moins 2, on a donc moins 1, facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, donc de x plus 2. Et on revient, on remplace les grands X par des UN, on a moins un moins 1 facteur de un plus 2. Et le moins, je le rentre dans la première parenthèse et ça me fait 1 moins un facteur de un plus 2. Encore ce qu'on devait trouver en partant de là pour arriver ici. Alors, je te l'accorde, ici, ça nécessite certaines connaissances ou en tout cas au moins des souvenirs de première. Mais cette méthode est quand même mieux car si on ne te donne pas le résultat, tu sais le faire et là, c'est nickel. Bon, je te remets le sujet ici, que tu vois où est-ce qu'on en est. Il nous reste deux questions. En déduire les variations, puis la convergence. Donc, on a fait un plus 1 moins un, donc il faut étudier le signe. Donc, c'est ce qu'on va faire. Petite phrase de rédaction, ça fera toujours bien sur tes copies. Pour étudier les variations de un entre parenthèses, un parce que c'est la suite, étudions le signe de un plus 1 moins un. Et là, évidemment, tu te dis, qu'est-ce que j'ai sur un plus 1 moins un? Eh ben, je viens de le faire, c'est 1 moins un, facteur de un plus 2 sur un plus 4. Donc, on va étudier le signe de ça et on va regarder ce que ça donne. Et surtout, on n'oublie pas quelque chose, c'est qu'on a démontré que un est plus grand que 1, parce que sinon, on galère. Allez, on le fait à l'oral et après, j'écris tout. Vu que un est plus grand que 1, eh ben, un plus 4, c'est strictement positif. Un plus 2, eh ben, c'est strictement positif. Et ensuite, 1 moins un, 1 moins un truc qui est plus grand que 1, bah c'est négatif. Donc négatif fois positif sur positif, c'est négatif. Donc un plus 1 moins un est négatif et la suite est décroissante. Allez, je te le marque là. Donc tu peux voir ici la façon de le rédiger. C'est pas la façon, c'est une façon plutôt. Donc on dit d'après la question 2, un est supérieur ou égal à 1. Et ensuite on prend terme par terme, on donne les signes. On dit donc que un plus 1 moins un est négatif et donc la suite est décroissante sur l'ensemble des entiers naturels.
On a répondu à la question comme ça, évidemment, hein. Il faut penser à la question 2, sinon ici tu es bloqué. Bon, maintenant, dernière question, il faut en déduire que la suite est convergente. Alors, tu n'as pas d'écriture de UN en fonction de n, et si tu te souviens, en fait, c'est l'objet de la partie B, donc c'est pas là que tu dois utiliser des méthodes de factorisation par terme de plus haut degré, des limites de q puissance n ou des trucs dans le genre, c'est pas là que ça va intervenir. Par contre, si tu te souviens, pour les suites comme celle-ci, définies par récurrence, tu as d'autres propriétés. Par exemple, les théorèmes de comparaison d'encadrement, ou encore les théorèmes de convergence monotone. Ça, ce sont des points sur les suites qui sont très pratiques pour faire les limites lorsqu'on n'a pas l'écriture en fonction de n. Et bien en fait, ici, tu viens de démontrer que ta suite est décroissante. Puis un petit peu avant, tu as démontré que ta suite est minorée. Et que raconte le théorème de la convergence monotone? Il dit que toute suite décroissante minorée ou que toute suite croissante majorée converge. Et converge, point, ça ne donne pas la limite. Hein. Ici, on ne dit pas un temps vers temps, on dit juste qu'elle converge. Et ça tombe bien, dans l'énoncé, c'est ce qu'on nous demande, juste la convergence. Donc là, ce n'est que de la rédaction. C'est ce qu'on met ici, je te le rédige et après on passera à la suite. Donc petite phrase de rédaction, d'après les questions précédentes, UN est décroissante minorée par 1, donc d'après le théorème de la convergence monotone, UN converge. Et c'est tout. Attention, on ne peut pas dire que UN converge vers 1. C'est pas parce qu'elle est minorée par 1 qu'elle converge vers 1. La seule chose que tu peux dire ici, c'est qu'elle tend vers une limite qui est supérieure ou égale à 1. C'est tout. Pas plus, pas plus précis, c'est pas possible. Allez, on a fait la partie A, maintenant on passe à la partie 2. Donc maintenant, la deuxième partie, la partie B de cet exercice. Je te remets le sujet ici, comme ça tu le vois, tu vois ce qu'on doit faire. C'est une trame ultra classique que tu as dû rencontrer des tas de fois en première. Donc en fait, on te propose une suite VN qu'on appelle suite auxiliaire qui va en fait te permettre d'étudier ta suite UN plus précisément. Donc en fait, vu que cette suite auxiliaire va avoir des caractéristiques bien connues, c'est-à-dire celles d'une suite géométrique, on va pouvoir déterminer son écriture en fonction de n. Si on a celle de Vn, on aura celle de Un, et donc on pourra en déduire la limite par exemple. Voilà l'objet de cette partie. D'ailleurs, je te propose ces vidéos-là, en tombant en description également, sur l'étude d'une suite auxiliaire. C'est ultra important à savoir faire, que ce soit dans le cadre d'une suite arithmético-géométrique, le grand classique qu'on voit en première, qu'on revoit un peu en terminale dans les sujets faciles, ou encore en maths complémentaire, ils en voient pas mal ça, mais également dans les suites comme celle-ci, où on a Vn qui est égal à Un-1 sur Un plus 2, là c'est aussi une suite auxiliaire. On voit un petit peu la trame dans ce genre d'exo là. Donc si à l'issue de cet exo, tu sens que t'es pas super top là-dessus, que tu es un peu fébrile, tu peux aller voir ces vidéos là, ça devrait t'aider. Bon allez, c'est parti, on le met en œuvre et on commence la première question. Donc on commence notre question par de la rédaction et on dit que Vn est géométrique si et seulement si pour un entier naturel n, il existe un réel q tel que Vn plus 1 égale q fois Vn. Voilà, phrase de rédaction faite. Maintenant, tu sais qu'on revient à la définition, car je te le rappelle, pour démontrer qu'une suite est géométrique, il ne suffit pas de faire V0, V1, V2 et puis de dire tiens, regarde, je multiplie par le même nombre, on est bon. Non, ça c'est pas bon. Autre chose, attention, ici on n'a jamais démontré que Vn est non nul. Donc il est interdit rigoureusement de faire Vn plus 1 sur Vn. Si certains ont des enseignants qui le font, je vous le déconseille vivement. C'est pas rigoureux en maths. Il faut d'abord démontrer que Vn est non nul. Si tu fais Vn plus 1 sur Vn, tu autorises la division par 0. Ce qui n'est pas le cas ici, mais il faut le démontrer d'abord. Et tu regardes dans les questions suivantes. On arrive seulement après pour démontrer d'ailleurs que Vn est différent de, mais en aucun cas on démontre que c'est différent de 0. Donc surtout, honnêtement, pour ton bac, évite ou même ne le fais pas. Allez, on développe maintenant ce qu'on fait ici. Et Vn plus 1, qu'est-ce que c'est? La seule chose que j'ai sur Vn, c'est ça. Donc je vais partir de cette égalité-là et je vais remplacer mon n par n plus 1 et je vais donc avoir des un plus 1 ici et donc faire intervenir la partie qui est ici. Allez, je te fais le calcul et je te le commente. Donc comme tu peux voir ici, j'ai remplacé les un par des un plus 1 et les un plus 1, je les ai remplacés par la définition donnée par l'énoncé en tout début. Maintenant que c'est fait, j'ai donc 3 moins 1 que je regroupe, ça fait 2 et je réduis le 2 au même dénominateur en le multipliant par un plus 4. Et en bas, 3 plus 2, ça fait 5 et pareil, tu le réduis au même dénominateur.
Bon, maintenant qu'on a ça, on a donc 2 facteurs de un plus 4 moins 10 sur un plus 4 et en bas 5 facteurs de un plus 4 moins 10 sur un plus 4. Tu peux voir ici que tu as les mêmes dénominateurs en haut et en bas. Ils dégagent parce que lorsque tu as multiplié par l'inverse, c'est-à-dire ça fois l'inverse de ça, on va se retrouver avec ça qui va dégager en facteurs en haut et en bas. Donc maintenant, on développe 2un plus 8 moins 10. Donc 2un plus 8 moins 10, ça fait 2un moins 2. Là, tu vois qu'il y a un 2 qui va pouvoir se mettre en facteur. Et en bas, 5un plus 20 moins 10, 5un plus 10, parce que 20 moins 10, ça fait 10. Et tu peux voir qu'ici, on a un 5 qui peut se mettre en facteur. Bon, ben voilà, c'est ce que j'ai fait ici. 2 facteurs de un moins 1, la factorisation ici, sur 5 facteurs de un plus 2, la factorisation qui est faite là. Bon, ben, tu vois que tu as 2 cinquièmes ici qui ressort et tu vois apparaître un moins 1, un plus 2. C'est bon, on est en bonne voie. Donc, on obtient Vn plus 1 égale 2 cinquièmes fois un moins 1 sur un plus 2. Et enfin, on reconnaît ici Vn, donc 2 cinquièmes de Vn. Et conclut toujours en disant la suite est géométrique de raison et de premier terme. Il faut toujours les donner. Ici, la raison, c'est donc 2 cinquièmes, le nombre qui est ici. On a rappelé la définition là. Et enfin, le premier terme, je regarde ce que j'ai sur V. Je sais que c'est ça. Et la suite U commence au rang 0, donc la suite V commence au rang 0. On en a donc U0 moins 1 sur U0 plus 2, on remplace par 5. 5 moins 1, 4 sur 5 plus 2, 7. Voilà, tu as montré que la suite est géométrique, tu as donné la raison, le premier terme, tout est bon. On passe à la question suivante et on nous demande l'écriture en fonction de n et en déduire ensuite une propriété de la suite V. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur l'écriture explicite ou le terme général d'une suite géométrique? Eh bien, tu te rappelles ça, je pense que Vn égale V0 fois Q puissance n. Attention, si ça commence au rang 1, ça ne sera pas V0 mais V1 fois Q puissance n-1. Il faudra faire attention du rang de départ. Bon, ben là, on commence au rang 0, donc tout va bien, c'est comme d'habitude, et on le marque. Donc, petite rédaction, tu donnes le terme général d'une suite géométrique de premier terme V0 et de raison Q, et tu dis que c'est Vn égale V0 fois Q puissance n, tu remplaces V0, tu remplaces Q, et on est bon. Et tu regardes le petit dernier point et on te demande d'en déduire que Vn est différent de 1. Alors pourquoi? Là, il y a ceux qui pourront se lancer, et d'ailleurs ça marcherait, hein, si on n'avait pas fait l'écriture d'ailleurs, on pourrait se lancer ici en remplaçant le Vn par 1, et tu verrais que ça te mènerait à ce qu'on appelle une absurdité. Donc en fait, une démonstration par l'absurde pourrait très bien marcher ici. Et d'ailleurs, ça serait efficace, et malvenu celui qui ne te donnerait pas les points parce que ça marche. Mais ici, on va un petit peu raisonner plus rapidement, simplement, et peut-être même naturellement en fait, parce que le raisonnement par l'absurde, j'imagine que tu n'y avais pas pensé direct. Ici, on regarde ce que c'est que Vn. Et tu vois que tu as quelque chose de la forme Q puissance n, puisque ta suite elle est géométrique. Et Q puissance n avec une valeur de Q qui est comprise entre 0 et 1. Si c'est compris entre 0 et 1, en fait, tu as vu en première que Q puissance n est décroissant. Et donc, si c'est décroissant, avec un V0 qui est ici strictement positif, eh bien ta suite Vn est décroissante. Pas besoin de faire Vn plus 1 moins Vn, c'est juste des propriétés des suites géométriques de première. Vu que ta suite ici est strictement décroissante et que V0 c'est 4 septièmes, eh bien ça veut dire que tous les termes sont en dessous de 4 septièmes. Donc s'ils sont en dessous de 4 septièmes, ils sont en dessous de 1 et elle ne vaudra jamais 1 et c'est très bien comme ça. C'est ainsi qu'on va le rédiger. Donc voilà ce que je t'ai dit ici à l'oral. Tu dis que Vn est géométrique. Avec la raison, c'est 2 cinquièmes compris entre 0 et 1, le premier terme qui est strictement positif. Donc la suite est décroissante, elle est donc plus petite que son premier terme qui est 4 septièmes et qui est strictement plus grand que 1. Donc clairement, elle est différente de 1 sur n. À quoi ça sert? On va le voir dans la question suivante. Bon, allez, c'est parti, on passe à la suite. Donc voilà la question maintenant qu'il faut aborder, c'est-à-dire montrer que un est égal à 2Vn plus 1 sur 1 moins Vn. Et tu comprends maintenant pourquoi est-ce qu'on a démontré que Vn est différent de 1, puisqu'on va diviser par 1 moins Vn, et si Vn est égal à 1, on diviserait par 0. C'est pour ça qu'on l'a fait. Alors, ici, c'est quelque chose de classique, et d'ailleurs, c'est pas censé toujours t'être demandé. Ça sera à toi à le faire. En fait, ici, tu as l'écriture de Vn en fonction de Un. Mais en fait, c'est la réciproque. Il faut faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut arriver à renverser cette expression-là, et non pas avoir Vn en fonction de Un, mais Un en fonction de Vn. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut toujours partir de là, et par des procédés, produits en croix et regroupement d'écriture de Un, il va falloir retrouver cette expression-là.
Alors, on va regarder maintenant dans le détail. Donc on reprend l'écriture de Vn en fonction de Un, et en fait ici, un peu de rigueur, on dit que Un plus 2 est non nul, puisqu'on a démontré que Un est plus grand que 1. Tu remarques ici, depuis le début, là, je suis en train de te marquer les différents résultats qu'on a eu dans l'exo. Fais ça pas sur ta copie, hein, tu le fais sur un petit brouillon à côté, comme ça au moins tu sais ce que tu as fait et ce que tu vas devoir utiliser, ou ce que en tout cas tu as le droit d'utiliser. Ça te permettra de gagner du temps en devoir. Donc là, le but est d'arriver à isoler UN là-dedans. Et là, en l'état comme ça, c'est pas facile. Eh bien en fait, ce que tu dois faire, c'est commencer par te dire qu'il faut que tu dégages cette fraction ici et que tu utilises le bon vieux produit en croix. Donc, première étape, on multiplie par UN plus 2 qui est non nul, on l'a rappelé ici, et donc on se retrouve avec Vn facteur de UN plus 2 qui est égal à UN moins 1, puisqu'en dessous c'est comme s'il y avait 1, donc le produit en croix me mène à ça. On n'oublie pas, je le répète, c'est d'avoir UN égal, donc il faut isoler UN. Donc là on va tout développer et on va mettre ce qu'il y a du UN du même côté. Donc tu vois que là j'ai développé le Vn là-dessus, et ensuite à l'étape d'après, j'ai vu qu'il y avait UN ici, qu'il y avait UN ici, j'ai décidé de les mettre à droite pour qu'il y ait le moins de moins possible. J'ai vu que ça le mettait à droite, mais ça pour le coup on s'en fout, il n'y aura pas d'impact vraiment sur la fin. Donc tu peux voir ici qu'il y a UN, qu'il y a UN. Tu peux donc factoriser par UN. Donc l'étape d'après, c'est de conserver ce qu'on a ici, de Vn plus 1, qui est égal à UN facteur 2. 1 moins Vn. 1 moins Vn. Et là, tu vois des trucs pas trop mal commencer à apparaître. 2Vn plus 1, 1 moins Vn. Bon bah c'est bon, c'est ce qu'on a ici, c'est cool. Donc à l'étape suivante, ici, il faut, on a dit, isoler UN. Donc diviser par 1 moins Vn. Tiens, c'est là qu'il y a l'importance de Vn différent de 1, car il est interdit de diviser par 0. Donc on divise par 1 moins Vn qui est non nul, car Vn différent de 1, et on a UN qui est égal à 2Vn plus 1 sur 1 moins Vn. On est bon, on a trouvé UN est égal à 2Vn plus 1 sur 1 moins Vn. La question est aboutie. Maintenant la suivante, on nous demande d'en déduire la limite de la suite UN. Allez, là tu as deux possibilités. Soit tu remplaces là-dedans Vn par son écriture et ensuite tu fais la limite totale, ou alors tu commences par faire la limite de Vn d'abord qui sera en fait plus efficace comme ça, et après tu passes à la limite de UN. C'est ce qu'on va faire. Donc on marque un peu les éléments, on dit que UN est égal à ceci, ce qu'on vient de faire, et on rappelle l'écriture de Vn en fonction de n. Et là en fait pour faire la limite de Vn, il faut faire la limite de ça. Si t'es pas super au point là-dessus, tu peux aller voir cette vidéo là, limite de q puissance n, t'en verras plusieurs, ça te mettra à l'aise là-dessus, c'est quelque chose que tu dois maîtriser depuis ta première normalement, ou au moins en tout cas bien comme il faut en terminale, ça c'est sûr. Donc comment traite-t-on cette limite? On voit que la seule chose ici qui est avec du n, c'est le 2/5 puissance n. Et donc ici, on va marquer d'abord donc limite de 2/5 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Et ça, vers quoi ça tend? Bah ça tu le sais, ça tend vers 0. Mais je te conseille vivement de marquer que c'est parce que 2/5 est compris entre moins 1 et 1. Car je te rappelle, la limite de q puissance n, c'est 0 lorsque q est entre moins 1 et 1. C'est plus l'infini, c'est q est strictement plus grand que 1. Et il n'y a pas de limite lorsque c'est inférieur ou égal à moins 1. Donc maintenant qu'on a ça, on en déduit que par produit, donc par produit, limite de Vn, lorsque n tend vers plus l'infini, qui est égal à la limite de 4/7 fois 2/5 puissance n, toujours lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait 4/7 fois 0, donc 0. Allez, on a traité la limite de Vn. Bon, ben là maintenant, je te le fais rapidement à l'oral et on le rédige. Si Vn tend vers 0, bah 2 fois 0, bah ça fait 0, plus 1, ça fait 1. Et ensuite en bas, 1 moins un truc qui tend vers 0, ça fait 1. 1 sur 1 par quotient, ça va faire 1. Et UN tend vers 1.
Attention, hein, on avait dit que UN convergeait et qu'on ne pouvait pas affirmer que c'était vers 1. Ne prends pas pour argent comptant le fait que ça tendra toujours vers le majorant ou vers le minorant. Hein. Ça, c'est faux. C'est juste que là, celui qui a fait l'énoncé a bien choisi son minorant pour choisir le meilleur des minorants. Bon allez, je te rédige la limite et on aboutit cette partie. Donc ce que je viens de te dire à l'oral, on revient à UN, on rappelle que Vn ici on a trouvé 0, on traite le numérateur qui fait 1, le dénominateur qui fait 1, et donc par quotient, 1 sur 1, ça fait 1, on a la limite de UN, ça y est, on a fini la partie B. Allez, maintenant passons à la partie C. Donc maintenant, partie C, et tu as cet algorithme qui est ici, que je t'ai remarqué en bleu, en langage Python, peut-être que ton professeur du coup l'aurait réadapté avec du Python. Donc qu'est-ce que ça raconte ici ou ici? Je sais que certains ne sont pas super fans de ça, mais je vous conseille vraiment de le travailler car c'est rentable les questions de Python et d'algorithmes. Si tu galères, tu peux aller voir les vidéos qui sont ici sur les algorithmes de seuil, les algorithmes de calcul de termes en langage naturel et en Python. Ça pourrait un petit peu t'aider, sache qu'il y en aura forcément dans ton bac. Donc ici, on a quoi? On a un tant que u plus grand que 1,01, des calculs, fin tant que, bon il n'est pas super complet parce que normalement à la fin il faudrait peut-être un affiché n pour avoir la valeur de n. Et ici sur le Python, il faudrait d'abord un def pour définir un seuil, parce que c'est un algorithme de seuil, et ensuite à la fin un return ou print pour avoir la valeur de n. Alors en fait, qu'est-ce qui fait cet algorithme? Donc tu vois ici, tu as u qui prend 5, n qui prend 0. Bon en fait, tu fais simplement u0 égale 5, car tu sais qu'un algorithme, un ordinateur ne sait pas faire la notation indicielle. Ça c'est nous qui nous le faisons pour nous simplifier la vie, mais lui il ne sait pas faire. Donc u0 égale 5, il y a besoin d'une valeur pour u et d'une valeur pour n qui vaut 0. Alors tant que u est plus grand que 1,01, ça veut dire quoi? Comme son nom l'indique, tant que les valeurs de la suite u sont supérieures ou égales à 1,01, qu'est-ce que je fais? Eh bien, n prend n plus 1 et u prend ça, je vois bien qu'en fait, je fais cette partie-là. Je dis que n, il monte d'un cran, donc je passe au rang suivant, et je calcule la valeur suivante de la suite. Et je fais ça tant que la suite est plus grande que 1,01. Ce qu'on écrit ici avec un while u supérieur ou égal, n égale et u égale. Même chose. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a vu dans les questions précédentes que la limite de un, c'est 1. Et on sait d'ailleurs que cette suite est décroissante, on l'a démontré. Donc en fait, on a notre suite qui commence à 5, donc c'est clairement plus grand que 1,01, et elle va descendre petit à petit et tendre vers 1. Que veut dire tendre vers 1? Tendre vers 1, ça veut dire qu'elle va se rapprocher de plus en plus de 1. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, elle sera suffisamment proche de 1 à 2 chiffres après la virgule en fait. Et j'aurais pu aller aussi proche de 1 que je le souhaite, j'aurais trouvé un rang à partir duquel cela marche. Ce qui revient en fait à utiliser la définition de la convergence d'une suite. Donc en fait, ici, on veut savoir à partir de quand la suite sera suffisamment proche de sa limite à 10 moins de près, à 2 chiffres après la virgule. Donc on cherche le premier rang, le plus petit rang, à partir duquel la suite va être inférieure ou égale à 1,01. Dès que on va avoir un UN qui sera au-dessus et on passe à un UN plus 1 qui est en dessous de 1,01, la condition tant que va devenir fausse et dans ce cas-là, ça ne va pas faire ça et s'il y avait un affiché n, ça afficherait la valeur de n. Donc en fait, que fait cet algorithme? Eh bien, il affiche la valeur du premier entier n, du plus petit entier n, tel que UN est inférieur strictement à 1,01. C'est toujours le contraire de ce qu'a marqué là en fait dans tes algorithmes de seuil. Et après, il suffit d'aller regarder par exemple dans ta calculatrice, tu rentres la suite et tu regardes quand est-ce que cette suite est plus petite que 1,01 et ça va t'afficher le rang. Allez, je te le marque rapidement ici et on aura enfin fini. Donc on rédige un petit peu ces questions. On montre que soit on a rentré l'algorithme dans la calculatrice si ton professeur te l'a fait faire, ou sinon tout simplement les valeurs de U5 qui valent donc ici 1,017 et U6 1,007, 1,017 qui est strictement plus grand que 1,01, donc supérieur ou égal, la condition est respectée, et au rang suivant 1,007 qui est strictement plus petit que 1,01, donc la valeur de n sera 6. En prenant un petit peu ce qu'on a fait dans les parties précédentes, dans les parties A et B, on a vu que UN était décroissante et qu'elle tendait vers 1. Donc en fait, l'algorithme affiche la valeur du premier rang n tel que UN est
inférieur strictement à 1,01, c'est-à-dire en fait la valeur à partir duquel la suite est suffisamment proche de sa limite à 10 moins de près, et donc ici ça afficherait 6 s'il y avait un affiché ou un print ou return à la fin. Et bien voilà, on a corrigé ce type bac complet sur les suites numériques avec récurrence, variation, convergence et de l'algorithmique. J'espère que tu as bien compris, que si tu l'as fait dans ton coin, tu t'es chronométré, tu as bien tenu les temps et que tu as fait juste à chacune de ces questions. Donc j'espère que tu as bien compris tout ça et que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à venir lâcher le petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir, à activer la cloche pour venir t'abonner et avoir les notifications à venir. Ça fera remonter dans l'algorithme et ça nous fera plaisir. N'hésite pas à venir commenter cette vidéo, puis également à la partager auprès de tes amis. Puis tu peux venir nous rejoindre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite de bonnes révisions, une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!